Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo qui traite de l'anorexie. Alors comme vous pouvez le voir, on a légèrement changé d'endroit puisque jusqu'à présent je tournais mes vidéos dans ma chambre d'hôpital. Alors il faut savoir que je n'étais pas hospitalisée pour anorexie parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, je suis à 99% guérie de cette maladie, donc c'était pas pour ça. C'était pour d'autres pathologies dont le trouble borderline, trouble sur lequel je compte faire des vidéos dans le futur. Les vidéos que je vous inviterai à partager comme celle sur l'anorexie parce que c'est un trouble méconnu ou mal connu, en tout cas très stigmatisé et tout. Mais voilà, on a changé d'endroit et dans cette vidéo on va continuer à aborder les causes de l'anorexie et il me semble que ce sera la dernière vidéo qui abordera les causes. Voilà, donc a priori après c'est fini pour les causes. Si je ne m'abuse, je suis pas sûre à 100% mais il me semble que c'est la dernière vidéo qui traitera des causes. Pour résumer, l'alexithymie, dont nous avons un petit peu parlé lors de la vidéo précédente, est une difficulté à identifier et à différencier ses émotions et celles d'autrui, et à exprimer ses émotions. C'est un trouble qui est régulièrement présent dans le cadre du TCA, tout comme des problèmes d'empathie et d'autorégulation. Des études ont démontré que le TCA serait à l'origine de ces problèmes. Cependant, l'alexithymie, par exemple, persiste après un retour à un poids de santé. Mais un poids de santé ne signifie pas qu'on est guéri de l'anorexie, puisqu'il s'agit d'une maladie mentale et non somatique, donc c'est un petit peu difficile de se prononcer. Pour ce qui est des problèmes d'empathie et d'autorégulation émotionnelle, les résultats sont un petit peu plus flous. Mais ce que je me dis, c'est qu'on a commencé à se pencher sur ces questions-là une fois que l'anorexie a été diagnostiquée, puisqu'avant, il n'y avait pas vraiment de raison de se pencher là-dessus. Donc c'est un peu compliqué de savoir si c'était là avant ou pas. Donc voilà. La question est un petit peu donc de savoir si ces troubles étaient présents avant l'apparition de la maladie ou si c'est la maladie qui les a engendrés. Et comme on peut le voir, c'est une question qui revient quand même assez régulièrement, des questions qu'on a déjà évoquées dans les vidéos précédentes. C'est une question qu'on se pose souvent. Parce que par exemple, des études ont démontré que l'alexithymie, c'était un facteur précipitant pour l'anorexie. Donc ça pourrait suggérer qu'elle était là avant. Parce qu'en fait, elle entraîne une incompréhension des autres, mais aussi de soi-même. Or, si on suit le paradigme que l'anorexie est un moyen d'expression, même dans le cas de l'alexithymie, eh bien, il pourrait s'agir d'un moyen pour appréhender le monde de manière différente et peut-être plus compréhensible. Pour ce qui est du concept d'empathie, il repose tout d'abord sur l'empathie cognitive, qui est la capacité d'un individu à comprendre que l'autre a une vie mentale différente de la sienne, et deuxièmement sur l'empathie émotionnelle, qui est la tendance d'un individu à ressentir des émotions isomorphes à celles d'autrui. L'empathie cognitive est largement étudiée dans l'anorexie, l'empathie émotionnelle un peu moins, alors que la relation à l'autre est clairement altérée. L'autorégulation est mesurée sur comment un individu est capable de contrôler ses pensées, ses comportements et ses sentiments. Inutile de préciser que les personnes atteintes d'anorexie ne sont pas très douées en autorégulation. Elles ont du mal à transformer le négatif en positif et inhibent souvent leur ressenti, ce qui crée une anesthésie qui est quand même souvent recherchée. Des études essayent de trouver un lien entre l'alexithymie, l'empathie et l'autorégulation. Pour l'instant, rien de très concluant n'est ressorti, mais des études sur le long terme tentent de montrer l'influence de la reprise de poids et des privations. Des chercheurs ont tenté de faire le lien entre l'alexithymie et la dépression étant extrêmement présente dans l'anorexie. Malheureusement, les études se contredisent beaucoup, mais une étude faite sur 3 ans a démontré que l'alexithymie perdurait alors même que la dépression avait disparu. Donc, a priori, il n'y a pas de lien. Toutefois, les antidépresseurs améliorent l'humeur, mais altèrent les relations avec ses émotions. Donc, c'est un petit peu confus. En ce qui concerne l'empathie, la dénutrition abaisserait l'empathie cognitive, mais des mesures faites après la reprise de poids infirment cette hypothèse. Pour ce qui est de l'empathie émotionnelle, les résultats sont encore plus flous. Déjà dans l'empathie émotionnelle, il faut considérer 2 pôles.
la considération pour autrui avec de la sympathie et de la compassion pour ceux qui en ont besoin, et la détresse personnelle, c'est-à-dire quand une personne souffre, quand elle voit quelqu'un d'autre souffrir. Alors, au niveau d'alexithymie, on observe une baisse de la préoccupation pour l'autre, mais une haute détresse personnelle. En fait, c'est peut-être parce que la souffrance est plus facile à comprendre que les mécanismes de compassion et de sympathie. Quoi qu'il en soit, la dénutrition nuit aux relations sociales. C'est ce qu'a démontré Keyes dans une étude faite en 1950, où il a globalement affamé des hommes pendant 6 mois, et alors leurs relations sociales se sont approchées du néant. Plus récemment, il a été demandé à des patientes dénutries de déterminer l'état mental de personnages de films à partir de leur voix. En fait, elles ont moins bien réussi que les patientes qui avaient retrouvé leur poids de santé. Mais des difficultés sociales semblables à l'autisme et à la présence de TOC s'observent après le retour à un poids de santé et même des années plus tard. En fait, quand on interroge les patientes qui souffrent d'anorexie ou qui ont souffert d'anorexie, on se rend compte qu'elles ont souffert de problèmes relationnels toute leur vie, ce qui pourrait expliquer l'apparition de la maladie. Dans un premier temps, une étude a été menée pour montrer les altérations cognitives ou comportementales de la maladie. Les chercheurs ont tenté de prouver que des problèmes d'alexithymie, d'empathie et d'autorégulation étaient présents avant la maladie. En fait, ça a été étudié chez des personnes dénutries, chez des personnes qui avaient retrouvé leur poids de santé et chez des personnes qui n'avaient jamais été atteintes de TCA. Alors oui, les personnes qui ont repris du poids ont progressé, mais n'atteignent jamais les résultats des personnes témoins qui n'ont jamais été atteintes de TCA. Il a été déterminé 2 principes. Le state effect, c'est-à-dire les symptômes qui ont été causés par la maladie, et les trait effect, c'est-à-dire les symptômes qui rendent vulnérables à la maladie. 26 patientes dénutries ont été étudiées, time 1, puis 20 de ces patientes après la reprise de poids, time 2, et 16 patientes témoins. Des paramètres tels que l'IMC moyen, les comorbidités, le type d'anorexie, l'âge ou l'éducation ont été pris en compte. Ensuite, des évaluations cliniques ont été réalisées pour observer les comportements alimentaires, les obsessions, les compulsions ou le degré d'anxiété et de dépression. Globalement, les personnes atteintes de dénutrition sont clairement dans les scores les plus hauts. Les patientes qui sont dans le time 2, donc c'est-à-dire les personnes qui ont repris du poids, ont de meilleurs résultats, mais n'atteignent jamais les résultats des personnes témoins. Ensuite, des tests pour mesurer les aptitudes cognitives de l'ensemble des patientes ont été réalisés, avec par exemple un test de QI ou le Scoop test qui mesure la flexibilité de l'esprit ou la capacité de passer d'une tâche à une autre. Globalement, l'ensemble des résultats obtenus est à peu près similaire pour toutes les patientes. Ensuite, l'alexithymie, l'empathie et l'autorégulation ont été testés. L'alexithymie est mesurée par le TAS-20 avec 3 facteurs. Difficulté à identifier les sentiments, difficulté à décrire les sentiments et enfin difficulté à identifier les pensées externes. Globalement, les personnes qui ont repris du poids ont de meilleurs résultats que les patientes dénutries, mais encore une fois, comme ça a été mentionné précédemment, elles n'atteignent jamais le niveau basal des patientes témoins, sauf pour ce qui concerne les pensées externes. En ce qui concerne l'empathie, comme nous l'avons vu, la détresse émotionnelle est forte, sûrement à cause de l'anxiété sociale et de la peur du rejet. Par contre, la préoccupation de l'autre, tout comme l'empathie cognitive, reste basse et n'augmente pas avec la prise de poids. Enfin, pour ce qui concerne l'autorégulation, on constate qu'elle est basse dans le cadre de l'anorexie et que ce paramètre n'évolue pas du tout avec la reprise de poids. Pour moi, qui ne suis pas du tout une scientifique aguerrie, mais je donne quand même mon avis, il me paraît plutôt logique que ces problèmes soient présents avant, surtout l'alexithymie et l'autorégulation, surtout l'autorégulation, parce qu'elle n'évolue pas du tout, même avec la reprise de poids. Pour moi, les privations, c'est une recherche de contrôle qu'offre l'autorégulation qui est nécessaire à l'équilibre mental.
Pour cela, je vais m'appuyer sur les témoignages de personnes ayant connu ou connaissant une personne atteinte d'anorexie. Je vais m'appuyer sur les témoignages de Valérie, d'Anaïs, d'Olivia et de Justine. Valérie nous parle de son amie d'enfance qu'elle rencontrait à l'école primaire. Avec le recul, Valérie nous dit que son amie présentait déjà des symptômes à l'école primaire, mais c'est vraiment au collège, avec la puberté, que ces symptômes ont explosé. Petit à petit, elle a drastiquement réduit ses apports alimentaires et s'est contentée d'aliments dits sains avant de se contenter de simplement de grignotage ici et là. Elle a ensuite présenté des épisodes de compulsion suivis de jeûnes et de prise de laxatifs. Mais au moment du témoignage, ces jeûnes et ces prises de laxatifs se sont remplacés par un acharnement au travail. Il est important de noter que l'acharnement dans un domaine, qu'il soit du travail ou dans n'importe quel autre domaine, est très observé dans l'anorexie. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot acharnement peut être liée à l'anorexie, puisque dans acharnement, il y a chair et ment qui signifie à la manière de. Et en fait, c'est à la manière de la chair dont on fait quelque chose. Qu'on fait quelque chose, c'est pas français ma phrase. Aujourd'hui, Valérie nous dit qu'il n'y a pas de tabou avec elle et son amie, qu'elles arrivent à parler de la maladie et même à en plaisanter, mais que c'est difficile de passer du temps ensemble parce que son amie a du mal à s'asseoir et qu'elle ne partage pas de repas parce qu'elle se contente de grignoter. Donc là, on peut voir que la maladie peut apparaître de manière très insidieuse sans qu'on s'en rende vraiment compte et extrêmement tôt, parce que dès l'école primaire, elle présentait déjà des symptômes. Anaïs nous parle elle aussi de son amie d'enfance qui a toujours eu des problèmes avec la nourriture et son image corporelle. Petit à petit, Anaïs a observé chez elle des modifications de son comportement alimentaire et une hyperactivité accompagnée d'un sentiment de contrôle et de réussite. Ainsi, on peut conclure que quand on a une faible estime de soi, l'anorexie, ça donne une sorte de contenance, un domaine dans lequel on peut exceller. Aussi, une faible estime de nous-mêmes peut engendrer une volonté de contrôle parce que ce contrôle peut être rassurant. Ensuite, Olivia nous parle d'une de ses amies au collège. Avant leur amitié, elle avait déjà distingué des symptômes d'hyperactivité chez elle parce qu'elle faisait toujours des exercices avec ses pieds pendant les cours. Pendant leur amitié, la nourriture était le principal sujet de conversation. Son amie disait qu'elle ne pouvait pas changer, que l'anorexie était trop forte et une dépression a été diagnostiquée. Mais encore une fois, la question se pose. Est-ce que la dépression est une conséquence ou une cause de la maladie? Parce que quand on est déprimé, on a une faible estime de soi, donc ça peut être un déclencheur. Ensuite, pour Olivia, l'anorexie de son amie, c'est un appel à l'aide et un moyen d'exprimer son existence. Dans ce cas-là, on peut voir que l'anorexie, c'est un moyen de libérer quelque chose qui ne peut pas être exprimé verbalement. Olivia nous parle aussi de sa cousine qui, avec une amie, a fait un régime. Et ce régime a dégénéré. Or, on ne commence pas un régime quand on est bien dans sa peau. Donc là encore, l'estime de soi rentre en jeu parce que une faible estime de soi peut engendrer de l'anorexie tout simplement. Enfin, pour l'amie de Justine, elle a toujours eu un problème avec la nourriture et une faible estime d'elle-même. Selon Justine, l'anorexie de son amie, c'était un moyen d'exprimer sa dépression afin d'obtenir de l'aide. Tout d'abord, nous allons parler de l'impact de l'environnement familial sur l'anorexie. Relier l'anorexie à l'environnement n'est pas une tâche facile. Mais une étude qui est un peu ancienne et qui je trouve a assez mal vieilli parce que elle est assez sexiste et qu'elle souffre du biais patriarcal. Mais je la cite quand même parce que déjà les autres articles qui parlaient de la relation familiale liée à l'anorexie, les études ne m'étaient pas accessibles, soit parce que c'était payant ou autre, et que l'étude reste tout de même intéressante. Elle démontre qu'un contexte socio-économique élevé, ça engendre plus souvent des cas d'anorexie, surtout si les parents ont une éducation élevée. Par contre, il est aussi démontré que les enfants placés ont plus de chances de développer la maladie. Tout d'abord, les chercheurs ont essayé d'établir un cadre. Ils ont établi des facteurs, dont certains
ont déjà été cités, comme par exemple une faible estime de soi ou une préoccupation précoce de son poids, mais aussi si la personne, quand elle était bébé, a eu du mal à s'alimenter, s'il y a eu des insomnies dans l'enfance, une éducation étouffante, un perfectionnisme, ou encore des parents exigeants. 14 294 personnes nées à Stockholm en 1953 ont été surveillées. Des données ont été récoltées sur l'intérêt porté sur l'école, les loisirs, l'éducation pour les enfants qui ont été scolarisés entre 6 et 12 ans, sur le nombre de frères et sœurs, sur un possible placement, mais aussi des données sur les parents en étudiant leur santé mentale, s'ils étaient ensemble ou séparés, s'ils étaient alcooliques ou non, ou s'ils étaient vivants ou non. Les familles ont été divisées en 3 classes sociales. La haute société aisée, la classe moyenne et la classe ouvrière. Le critère, le salaire du père. Le salaire de la mère n'était pris en compte que s'il était supérieur au salaire du père. Ensuite, le niveau d'éducation a lui aussi été étudié, et ensuite les mères ont été classées en 2 catégories. Celles qui travaillaient à la maison, donc c'est-à-dire qui s'occupaient des tâches domestiques ou qui faisaient l'ancêtre du télétravail, ou celles qui travaillaient à l'extérieur. Les enfants ont été interrogés, notamment sur leur sentiment de sécurité à l'école, sur leurs inquiétudes concernant le futur, sur leurs perspectives d'avenir, notamment professionnelles, sur l'attitude des parents concernant les études, mais aussi sur comment ils voulaient que leurs camarades se souviennent d'eux. Et là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais comment ils pensaient que leurs parents voulaient que leurs camarades se souviennent d'eux. L'étude se poursuit jusqu'à ce que 22 cas d'anorexie soient reportés. 19 de ces filles de 16 ans étaient hospitalisées. 86,4% d'entre elles vivaient avec leurs 2 parents et le reste uniquement avec leur mère. 2 avaient déjà eu des actes suicidaires. L'unique facteur qui a été mis en lumière, c'est l'éducation de la mère. On s'est rendu compte qu'un couple éduqué était un facteur précipitant de développement de l'anorexie chez l'enfant. Mais en fait, c'était uniquement l'éducation de la mère, et c'était accentué si la mère travaillait à la maison. Déjà, là, il y a un premier biais, et ce biais, il est sexiste. Parce que si c'était que le père qui éduquait, pourquoi cela n'avait-il pas d'impact ? En fait, ma réponse, je pense que elle est simple, c'est qu'au début des années 70, les pères, ils étaient moins impliqués dans l'éducation des enfants, et surtout dans celle des filles. Donc ça peut un peu s'expliquer. Mais quand même, ça reste sexiste. 2 autres biais sont à mentionner. Le premier, c'est qu'on connaissait mal l'anorexie, donc probablement que les médecins sont passés à côté de certains cas. Et deuxième biais, c'est que on se concentrait exclusivement sur les personnes hospitalisées, donc des cas très graves. Il est probable, et c'est sûr même, qu'il y avait d'autres cas d'anorexie, mais un peu moins graves et qui ne nécessiteront pas une hospitalisation. Toutefois, il y a quelques petites choses qui pourraient expliquer pourquoi l'éducation de la mère était un facteur important dans le développement de l'anorexie. Et je dis bien était, parce qu'à mon avis, c'est plus tellement le cas. En fait, à cette époque-là, une mère qui a été à l'université et qui a un métier, ça pouvait représenter un modèle de réussite pour la fille. Donc, voulant bien faire, sous une potentielle pression des parents, elle devient perfectionniste, elle angoisse, elle a besoin de contrôle, et voilà comment on développe un terrain fertile pour le développement de l'anorexie. On peut aussi se douter qu'une mère éduquée a plus de connaissances et qu'elle est donc plus à même de repérer des symptômes de l'anorexie chez leur fille et de les emmener chez un médecin. En fait, il y a probablement eu plein de jeunes filles souffrant d'anorexie qui n'ont pas été diagnostiquées tout simplement parce qu'elles n'ont pas été voir de médecin, parce que l'anorexie était encore très méconnue. En plus, une mère qui est tout le temps à la maison peut rapidement détecter les changements de comportement alimentaire chez leur fille et donc détecter plus facilement les débuts de l'anorexie. Enfin, il y a une transmission des complexes. À cause de cette cohabitation, même si les jeunes filles allaient au collège, au lycée ou avaient d'autres activités, les filles pouvaient davantage observer leur mère. Et les mères ont aussi des complexes qu'elles peuvent donc transmettre. Par exemple, j'ai lu un livre où une mère portait des culottes pour aplatir le ventre qu'elle imposait à leur fille. Donc cette étude, même si elle comporte au moins 3 biais, qu'elle ne me plaît pas vraiment, tout n'est pas inintéressant dedans, parce qu'il y a clairement une corrélation entre la relation mère-fille et l'anorexie.
Maintenant, nous allons voir le lien entre l'anorexie et le harcèlement scolaire. Selon une étude menée en Norvège en 2021, le harcèlement correspond à un comportement agressif envers une personne jugée vulnérable. Ce harcèlement, il peut être physique, verbal, indirect, comme le fait de répandre une rumeur par exemple, ou via les réseaux sociaux, c'est-à-dire en ligne. Ce harcèlement en ligne, c'est un phénomène assez récent, donc il faudrait faire plus de recherches pour étudier ses conséquences sur l'apparition des TCA ou sur la santé mentale en général. Il a été estimé que 25% des personnes ont été harcelées et que 12% ont harcelé. Les conséquences de ces comportements sur la santé mentale sont multiples et ne concernent pas uniquement les TCA, mais l'étude se concentre sur ces derniers. Et d'ailleurs, les études qui lient le harcèlement et les TCA sont assez rares, alors que les personnes atteintes de TCA ont été 2 à 3 fois plus harcelées que les autres. Il a été observé qu'il y avait plus de liens entre le harcèlement et la boulimie et l'hyperphagie, mais en fait il existe très peu d'études qui relient l'anorexie avec le harcèlement, et encore moins avec les sous-types, c'est-à-dire avec l'anorexie purement restrictive ou l'anorexie qui est accompagnée de compulsions alimentaires suivies de comportements compensatoires. 2 groupes du même âge, constitués essentiellement de femmes ayant été scolarisées, ont été étudiés. Un premier groupe témoin sans pathologie avérée et un deuxième groupe composé de jeunes femmes atteintes de TCA. L'utilisation du DSM-5 a permis de classifier les troubles alimentaires. 3 questions ont été posées par les chercheurs. Est-ce que le harcèlement favorise l'apparition de TCA ? Est-ce que le harcèlement ayant eu lieu avant l'apparition du TCA était plus fréquent chez les personnes malades que chez les personnes témoins ? Et enfin, est-ce que le harcèlement diffère selon le type de TCA ? L'hypothèse était la suivante. Les cas de harcèlement ont été plus fréquents chez les personnes malades, surtout chez celles qui souffrent de boulimie et d'hyperphagie. L'étude a été réalisée en Norvège sur 916 participantes de 16 ans. Il n'y avait aucun autre critère pour participer. Toutes les personnes ont été interrogées pour savoir si elles avaient oui ou non des TCA, si elles avaient été traitées ou si elles étaient encore dans la maladie. Ensuite, elles ont été interrogées sur le harcèlement, qu'il soit physique, verbal, que les mots soient reliés au corps, au nom, ou indirect. Un deuxième test a été fait pour le harcèlement en ligne. Toutes les adolescentes étudiées devaient répondre par oui ou par non à des questions liées au harcèlement. Ensuite, des échelles mesurant la fréquence, la durée et la gravité des actes de harcèlement ont été mises en place. Pour la fréquence, c'était jamais, parfois, souvent et tout le temps. Pour la durée, c'était quelques jours, quelques semaines, des mois, des années. Et pour la gravité, pas du tout grave, un peu grave, assez grave et très grave. Parmi les adolescentes étudiées, 495 avaient un TCA. 64% d'entre elles souffraient d'anorexie et parmi elles, 65 souffraient d'anorexie purement restrictive et 114 d'anorexie ponctuée de crises suivies de comportements compensatoires. Ensuite, 47% de celles présentant un TCA souffraient de boulimie et 34% d'hyperphagie. Il faut noter que toutes celles présentant de l'anorexie, de la boulimie et de l'hyperphagie ont été regroupées, ce qui fait un total de 180 participantes. J'ai du mal avec les chiffres, il y en a beaucoup trop. Et toutes celles ayant présenté les 3 TCA ont été regroupées, elles étaient 133. Ensuite, on a 395 témoins, donc c'est-à-dire qui n'ont pas de TCA et qui n'ont pas eu de TCA. Et ensuite, 26 qui ont été inclassables à cause de réponses ambiguës au test et qui donc ont été exclus de l'étude. Ce qui fait un total, au final, de 890 participantes. En ce qui concerne l'IMC, on constate que le groupe TCA et le groupe non TCA ont plus ou moins le même. Par contre, quand on décompose le groupe TCA, on constate que celles qui souffraient d'anorexie ou celles qui présentent ou présentaient les 3 types de TCA ont un IMC plus faible. Il a été observé que 31,8% des personnes atteintes de TCA et 18,5% des témoins ont été harcelés. Déjà, on peut constater que les personnes qui ont des TCA ont été davantage harcelées que les personnes témoins. Ensuite, on a découvert que c'était le harcèlement
verbal, indirect ou en ligne qui prédominaient. Les sévices physiques n'ont pas été corrélés au TCA. Alors là, c'est bourré de chiffres, de pourcentages, de marge d'erreur, donc je vais peut-être regarder un peu mes notes. Mais globalement, le début du harcèlement, l'âge moyen, c'est 10,23 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. 10,23 ans avec une marge d'erreur de 2,66 ans. Le TCA, la moyenne d'âge d'apparition, c'est 15,10 ans avec une marge d'erreur de 4,5 ans. Ce qui est énorme. Enfin, moi, ça me semble énorme qu'il y ait une marge d'erreur comme ça. Enfin, bref. 84% des sujets atteints de TCA disent que le harcèlement a eu lieu avant l'apparition du TCA. Dans 77% des cas, le groupe TCA et le groupe non TCA ont eu un harcèlement qui a commencé au même âge. Et le 23% restant, c'était avant l'apparition du TCA, d'après ce que j'ai compris. Les données face au harcèlement sont plus ou moins les mêmes dans les deux groupes. C'est-à-dire que la fréquence, la durée, la gravité, l'âge du commencement, l'évitement de l'école sont plus ou moins similaires. Par contre, dans le groupe des personnes malades, il y avait plus d'automutilation et de risques suicidaires. Les résultats ont permis de démontrer que le harcèlement verbal et indirect était plutôt impliqué dans la boulimie et ou l'hyperphagie. Pour ce qui concerne le groupe de personnes souffrant d'anorexie et le groupe témoin, il n'y a pas vraiment de différence. Mais comme toutes les études, elles comportent des biais. Déjà, elles reposent sur l'impression des personnes. C'est-à-dire qu'une personne peut vivre le même harcèlement, enfin 2 personnes peuvent vivre le même harcèlement mais l'évaluer différemment. Ensuite, l'échantillon était quand même relativement faible. On a regroupé l'hyperphagie et la boulimie, mais pas les sous-types d'anorexie. Ensuite, on peut changer de TCA au cours de sa vie. Et enfin, l'échantillon il était composé exclusivement d'adolescentes norvégiennes âgées de 16 ans et était donc extrêmement homogène. Maintenant, pour clôturer les causes, nous allons voir l'impact de l'environnement familial sur le harcèlement scolaire et l'anorexie. La famille serait-elle un lien entre anorexie et harcèlement ? Alors nous avons vu que c'était plutôt la boulimie et l'hyperphagie qui avaient tendance à être associées au harcèlement, mais l'échantillon était réduit. Bon, ok, l'échantillon sur lequel je vais me baser en suivant est encore plus réduit et vient vraiment du fin fond d'internet, mais il offre une perspective intéressante. 50 filles russophones venant de Russie, du Kazakhstan, de Biélorussie et d'Ukraine, souffrant toutes d'anorexie, ont été étudiées. Alors je vous avais dit que ça venait du fin fond d'internet, hein. Vraiment celle-là, je sais pas où j'étais la trouver, mais je l'ai trouvée. Et en fait, elles ont permis de faire le lien entre le harcèlement et l'environnement familial, puisque 36 d'entre elles ont été harcelées. Durant l'étude, elles ont dû retracer toute leur vie, expliquer comment la maladie était apparue, leur relation avec l'entourage familial, etc. Les filles venant d'une famille saine expliquent avoir reçu de l'amour et avoir eu une relation chaleureuse avec leurs parents, mais ce n'est pas le profil typique des victimes. Le schéma des familles des jeunes filles malades est tout autre et entraîne une vulnérabilité propice au harcèlement. M. Klein, dans le développement de l'anorexie, explique que la difficulté réside chez les jeunes filles dans la séparation avec la mère qui contrôle toute sa vie. En fait, les parents de ces familles ont tendance à traiter les enfants comme leur chose, à se défouler sur eux, mais en même temps à être très étouffants. Cela laisse très peu de place à l'expression personnelle et l'anorexie peut apparaître comme un moyen d'expression et aussi comme une barrière de protection. Sam, 17 ans, nous dit « Ma mère m'observe en permanence. Elle veut que je sois la première de la classe. Elle contrôle avec qui je parle, elle fouille mes sacs et lit mes messages sur mon téléphone et autres appareils digitaux. Je pense qu'elle fait ça parce qu'elle a manqué d'attention de la part de ses parents dans le passé. » Mais en parallèle de cette intrusion totale de l'intimité, une sorte de froideur peut être ressentie. Pour ces jeunes filles qui se sont fait harceler, elles n'ont rien dit à leurs parents, enfin elles ont eu tendance à ne rien dire à leurs parents, parce que soit elles ne se sentaient pas proches d'eux, soit elles estimaient que leurs problèmes étaient moins graves que les leurs, soit parce qu'elles ne voulaient pas aggraver les tensions entre les deux, ou soit parce qu'elles pensaient pouvoir se débrouiller seules. Ainsi, un environnement familial bancal a tendance à entraîner de l'anorexie et du harcèlement, et le harcèlement entraîne une souffrance,
qui entretient l'anorexie. Donc c'est un bon cercle vicieux. Voilà. Donc a priori, on a fini avec les causes que j'ai pu trouver. Bien sûr, à mon avis, c'est une liste non exhaustive, il doit exister beaucoup d'autres causes. Mais honnêtement, il fallait bien que je m'arrête à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est à peu près toutes les causes que j'ai pu trouver. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je me répète un petit peu, mais voilà, j'espère juste que ça vous aura intéressé. C'est mon unique but en fait. Et puis que ça vous aura appris des choses aussi, parce que ça c'est... En fait c'est ça le but premier, c'est que j'ai envie de faire connaître la maladie vraiment en profondeur, et pas simplement en surface, en disant comment pour moi ça s'est manifesté et tout. Encore une fois, je vous invite à partager, ou du moins au moins à regarder, et puis dites-moi soit en commentaire, soit en privé ce que vous en avez pensé, parce que bah, je sais que c'est surtout les gens qui me suivent sur Instagram qui regardent ces vidéos. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a intéressé, ou si le... Enfin, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit des critiques, tant que c'est constructif, et pas dans la haine ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me faire des critiques, franchement, si je peux m'améliorer dans les vidéos et tout. Parce que je sais que j'ai tendance un peu à dérouler les informations et avoir un peu l'air morte en fait dans mes vidéos. Je constate que j'ai l'air morte, alors qu'en vrai je suis pleine de vie, mais juste comme je suis concentrée sur ce que je dis, j'en oublie d'avoir des expressions faciales. Donc ça, je pense que c'est l'un des défauts de mes vidéos. Et si vous en voyez d'autres, si vous pensez que je parle trop vite, que j'articule pas assez, ou que le montage est médiocre, le montage, j'essaye de m'améliorer, mais bon, encore une fois, je suis quand même pas une professionnelle, j'utilise un logiciel de montage gratuit, donc je fais comme je peux. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà!